Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo je vais vous proposer le corrigé de l'électromagnétisme du devoir numéro 1 proposé à la faculté des sciences et techniques Guélise 2022. Donc c'est un devoir qui va être consacré essentiellement au milieu d'électrique et au milieu aimanté. Donc comme d'habitude le sujet vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo et je vais le lire rapidement. Donc là, on considère un cylindre de rayon interne A, de rayon externe B. Donc la partie pour R inférieur à A, c'est-à-dire cette partie-là, c'est chargé avec une densité de charge positive rho 0, placée dans le vide. Ensuite, ce cylindre chargé avec rho 0 est entouré par un cylindre de rayon intérieur A, de rayon extérieur B, et qui est rempli par un milieu diélectrique de constante diélectrique epsilon R. Et voilà les données, les questions. Donner l'équation de Maxwell-Gauss vérifiée par le vecteur déplacement électrique et en déduire l'expression intégrale du théorème de Gauss. Utiliser cette variante du théorème de Gauss pour calculer le vecteur D. Ensuite, déduire E, déduire le courant, le champ dépolarisant, déduire des questions précédentes l'expression de la polarisation en tout point de l'espace est-elle uniforme dans le diélectrique, déterminer la densité de charge de polarisation surfacique et volumique, vérifier que la charge totale est nulle, retrouver les densités de charge surfacique à partir des relations de passage, ou bien ce qu'on appelle les conditions et limites, retrouver le champ dépolarisant à partir des charges de polarisation, et enfin, calculer l'énergie emmagasinée dans le diélectrique par unité de longueur. Donc voilà le premier problème. Le deuxième, ça va concerner l'étude d'une sphère aimantée. Donc une sphère de rayon R est placée dans un champ magnétique B0. Il acquiert une aimantation M qui est suivant l'axe Z. Donner l'expression du moment magnétique total de la sphère aimantée. Montrer que le champ magnétique à l'intérieur de la sphère est uniforme. Montrer que le champ magnétique BM à l'intérieur de la sphère est uniforme aussi. Donner les densités de courant d'aimantation surfacique et volumique. En déduire que la sphère aimantée est équivalente à une succession de spires d'axe Z' d'épaisseur. Il faut trouver l'expression de l'épaisseur et qui sont parcourus par des courants D de I que l'on déterminera. Enfin, montrer que le champ magnétique à l'intérieur de la sphère s'écrit par 2/3 mu0 M. Pour cela, on vous donne le champ créé par une spire parcouru par un courant D de I en un point O de son axe est donné par mu0 D de I sur 2R sinus carré θ suivant OZ. Écrire le champ magnétique et l'excitation magnétique H en fonction de B0, M. Écrire M et B en fonction de B0. Comment se comporte la sphère aimantée en un point à l'extérieur. Donner l'action de la sphère, en fait, donner le champ magnétique, l'expression du champ magnétique créé par la sphère en un point M à l'extérieur. Et enfin, retrouver l'expression des densités de courant d'aimantation à partir des relations des conditions aux limites. Donc voilà, ceux qui n'ont pas encore travaillé, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Le bien travailler avant de regarder la solution. Bien. Première question. Quelle est l'équation de théorème Maxwell-Gauss vérifiée par le vecteur D? Bien sûr, vous avez l'équation sous forme locale qui est divergence de D égale à ρ libre et sous forme intégrale sur le flux de D de S est égal à Q intérieur. Donc, bien sûr, Q libre intérieur. Voilà la forme intégrale. Pour calculer le vecteur D, donc toujours pour calculer D, ne tenir compte que des charges libres, c'est-à-dire de ρ 0. Donc, c'est comme si vous avez un cylindre de rayon A chargé avec une densité ρ 0. Quel est le champ électrique créé par cette densité de charge en tout point de l'espace? Donc, pour calculer D, on oublie le D électrique. Donc, on va distinguer deux cas, R inférieur à A et R supérieur à A. Ça suffit. Toujours pour calculer le champ électrique, c'est symétrie. Donc, si on veut calculer le champ en un point M, vous avez bien sûr le plan. Donc, je vais utiliser les coordonnées cylindriques ER, EZ et Eθ. Le plan ER, EZ est un plan de symétrie.
Le plan ER-θ est un plan de symétrie, donc le champ appartient à l'intersection des deux, donc D va être suivant ER. Vous avez invariance par translation et invariance par rotation. On suppose les cylindres bien sûr infinis, donc D ne dépend que de R et les suivants ER. Voilà. Donc, quelle sera la surface de Gauss qu'il faut choisir? C'est un cylindre de rayon petit r, toujours de rayon petit r et de hauteur h. Quel est le flux de D à travers ce cylindre? Bien sûr, vous représentez D de S pour la base supérieure, pour la base inférieure. Voilà D de S pour la surface latérale. D est le vecteur suivant ER. Donc, le flux à travers la base supérieure plus le flux à travers la base inférieure, c'est nul parce que D est perpendiculaire à D de S. Il va rester juste le flux à travers la surface latérale. D parallèle à S, donc il va vous rester l'intégrale D de S. Je calcule le flux sur une surface de rayon constant. Comme le vecteur D ne dépend que de R, donc D est constant. Donc ça me donne directement D fois la surface latérale d'un cylindre de rayon R de hauteur H. C'est de pi R fois H. Le flux, vous le faites une seule fois, il ne change pas, quel que soit le point, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ce qui va changer, c'est la charge intérieure. Et là, on va distinguer deux cas. Donc, si R est inférieur à A, donc la charge de ce cylindre, il est plein. Donc, la charge intérieure, ça sera pi R carré et non pas P A carré. C'est pi R carré fois H. Donc, ça vous donne directement D égale à ρ0 fois R sur 2. Si R est supérieur à A, si je prends ma surface de Gauss ici, bien sûr, la charge totale, ça sera uniquement entre 0 et A. Donc, ça sera pi A carré fois H, pi A carré fois H. Et donc, ça vous donne D est égal à ρ0 A carré sur 2R. Le problème de cet exercice, si vous avez fait une erreur dans le calcul de D, le problème est déplié, vous ne pouvez plus continuer. Donc, il faut absolument prendre le temps de bien calculer le vecteur D. C'est un problème très classique de l'électrostatique du vide. Un cylindre, champ créé par un cylindre chargé en volume. Bien. Vous pouvez vérifier les conditions de passage, de continuité, puisque j'ai une densité volumique, le vecteur D doit être continu. Vous voyez bien que si R égale à A, j'ai ρ0A sur 2, ρ0A sur 2. Donc, c'est bien correct. Bien, pour les plusieurs questions après, c'est que des formules à appliquer. Donc, vous avez un milieu linéaire homogène isotrope, D égale à Y fois E. Donc, il suffit de faire attention, c'est quoi l'expression de D dans le milieu étudié. Donc, R inférieur à A, on remplace D par sa valeur, ρ, G dans le vide, donc Y égale à Y0. Pour R compris entre A et B et R supérieur à B, je vais utiliser la deuxième expression de D, sauf que dans un cas j'ai Y, dans l'autre cas j'ai Y0. Il faut faire attention. Donc, pour à l'intérieur de D électrique, ça sera ρ A carré sur 2Y fois R. Et pour R supérieur à B, c'est ρ A carré sur 2Y0 parce que je suis dans le vide. Déduire le champ dépolarisant. Bien sûr, le champ total, c'est le champ O0 plus le champ créé par le D électrique. O0, c'est quoi? C'est le champ créé par les charges libres dans le vide. Donc, on va le déduire par la relation D égale Y0 fois O0. Donc, E0, c'est D sur Y0. Donc, je connais D, je connais, donc je peux déduire O0. Je connais le champ total, voilà l'expression du champ total. Donc, il suffit à chaque fois de déduire D sur Y0. Pour trouver pour R inférieur à A, voilà l'expression de O0. Pour R supérieur à A, voilà l'expression de E0. D'accord, donc vous avez uniquement deux cas. Donc, voilà. Et donc, on va remplacer. Il suffit de remplacer, vous avez toutes les expressions. Vous allez trouver le champ dépolarisant dans le vide à l'intérieur du cylindre de rayon A. Et pour R supérieur à B, bien sûr, le champ dépolarisant est nul. Et à l'intérieur D électrique, on va avoir ρ A carré sur 2R, facteur de 1 sur epsilon moins 1 sur epsilon 0. Et on peut vérifier dans la suite que ça, c'est exactement moins P sur epsilon 0. Donc, comme dans le cas d'un condensateur plan. Bon, pour vérifier ça, on va d'abord calculer le vecteur polarisation. Donc, je rappelle là aussi, c'est juste remplacer. C'est epsilon moins epsilon 0 fois le champ total. Donc, bien sûr, pour R inférieur à A et R supérieur à B, epsilon est égal à epsilon 0, donc P égale à 0. Donc, ça, c'est égal à 0. Donc, c'est uniquement la polarisation n'existe qu'à l'intérieur du D électrique. Et il vaut epsilon moins epsilon 0 fois le champ total à l'intérieur du D électrique. Voilà le champ total à l'intérieur du D électrique. Donc, ρ A carré sur 2 epsilon R.
Et vous pouvez vérifier que c'est cette expression, donc ED, c'est exactement moins P sur epsilon 0. Donc c'est moins P sur epsilon 0. Bien. Quelles sont les expressions des densités de charge? Donc là, il faut faire très attention. Vous avez des charges surfaciques et volumiques. Voilà le diélectrique. Donc le diélectrique possède deux surfaces, la surface R égale à A et la surface R égale à B. Pour la surface R égale à A, la normale s'est dirigée toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est suivant moins ER. Pour la surface R égale à B, elle est dirigée de l'intérieur vers l'extérieur. La normale est suivant ER. Mais faites très attention, une erreur classique, il ne faut pas dire P scalaire N, il faut dire P lorsque R est égal à A, parce que j'étudie les densités de charge surfacique sur la surface R égale à A. Donc il faut ne pas oublier de remplacer R par A. Voilà, R par A. Donc ça me donne moins epsilon 0 sur d'epsilon rho A carré sur A, scalaire moins ER, et P est suivant R, donc j'obtiens signe moins, donc je vais avoir des densités de charge négatives sur cette surface-là. Et pour R égale à B, la même chose, ne pas oublier que P pour R égale à B, et non pas uniquement P scalaire ER, sinon vous allez trouver P en fonction de R, et là ça va vous poser un problème, donc là il faut avoir B et non pas R, et la normale bien sûr pour la surface R égale à B, les suivants ER, donc ça me donne epsilon moins epsilon 0, rho A carré sur 2 epsilon B. Et pour la divergence rho volumique, c'est divergence de P. On vous donne l'expression de divergence. Vous voyez bien que la polarisation varie en 1 sur R. Si je multiplie par R fois P, c'est une constante. Et donc, la charge de polarisation, elle est nulle. Oui, j'ai oublié tout à l'heure. Là, on nous dit que la polarisation est uniforme. Bien sûr, la polarisation n'est pas uniforme parce qu'elle dépend de R. En plus, la direction n'est pas constante. Bien. Calculer la somme des charges de polarisation. Bon, là, il suffit de calculer la somme des charges. Attention, c'est la somme des charges et non pas la somme des densités. Plusieurs étudiants confondent la somme des charges et la somme des densités. Donc, je calcule la charge totale sur la surface interne de rayon A, c'est-à-dire sur la surface latérale d'un cylindre de rayon A, et la charge totale sur la surface latérale d'un cylindre de rayon B, qui est positif. Donc, ça me donne, puisque sigma est uniforme, hein, donc ça sera directement sigma fois la surface de cylindre de rayon A, surface latérale bien sûr, c'est 2pi A fois H, et plus sigma B fois 2pi B fois H, et là, on obtient tout de suite 0. Question 8, retrouver les densités de courant en utilisant les conditions et limites. Donc, c'est quoi les conditions de passage entre un milieu 1 et un milieu 2? Si vous passez d'un milieu 1 à un milieu 2, donc voilà, j'ai un milieu 1 à un milieu 2, vous tracez la normale de 1 vers 2. Qu'est-ce qu'il nous dit la relation de passage? Que le champ total dans le milieu 2, moins le champ total dans le milieu 1 scalaire N1, 2, ça veut dire E2 normal moins E1 normal, doit être égal à la densité de charge surfacique, sigma S, sur epsilon 0. Bien, on a l'expression de E2 dans le milieu 1. Donc, d'abord, je vais déterminer les charges sur la surface de rayon A. Donc, voilà mon milieu 1, voilà mon milieu 2. Et voilà la surface de séparation. Donc, j'applique les conditions au pass de limite de passage sur cette surface-là. Donc, la normale dirigée de 1 vers 2, elle est suivant ER. Donc, je remplace E2 normal par sa valeur, mais E2 normal, là aussi, lorsque R égale à A. Donc, je remplace R par A. Moins E1 normal lorsque R est égal à A. Donc, vous avez A carré sur A, c'est A. Est égal à sigma S sur epsilon 0. Et là, je déduis tout de suite epsilon sigma S en A. Et vous pouvez vérifier, c'est exactement la même expression qu'on a obtenue à partir de P scalaire N. La même chose, j'applique les conditions de passage sur l'autre surface maintenant. L'autre surface, R égale à B, donc c'est sont valables sur R égale à B. Donc E2 normal toujours lorsque R égale à B, moins E1 normal lorsque R égale à B, est égal à sigma S sur epsilon 0. Donc je cherche le champ dans le milieu 2, voilà mon milieu 2, voilà mon milieu 1, dans le milieu 2, c'est-à-dire pour R supérieur à B, et je remplace petit r par B. Je retranche, parce que là, je reviens sur la remarque et je termine d'abord. Moi, le champ 1 dans le milieu 1, là aussi, je remplace R par B, il ne faut pas oublier. Donc ici, c'est epsilon 0, ici, c'est epsilon. Ça vous donne sigma B sur epsilon 0. Vous faites la différence et vous avez exactement sigma B. Bon, pourquoi ici, on a mis le champ total dans le milieu 2, moins le champ total dans le milieu 1? Parce que le champ total se réduit à sa composante normale. Donc le champ dans le milieu 1 ou bien dans le milieu 2, voilà le champ, il est
perpendiculaire à la surface. Donc E est égal à E normal. Donc là, on a fait directement E2 moins E1 est égal à sigma S sur epsilon 0. Donc le champ se réduit à sa composante normale à la surface qui sépare les deux milieux. Retrouvez l'expression de ED à partir des charges de polarisation. Peu d'étudiants ont répondu à cette question. Eh bien, tout simplement, vous prenez un cylindre chargé avec une densité surfacique sigma A, entouré par un deuxième cylindre chargé avec sigma B. Donc, c'est un problème d'électrostatique du vide. Quel est le champ créé par ces charges de polarisation? Bon, toujours symétrie invariance, le champ ne dépend que de R suivant ER. Le flux à travers, puisqu'il est suivant ER, je calcule le flux à travers un cylindre de rayon petit r de hauteur h, c'est déjà fait, c'est 2pi RH fois D. Et là, vous faites premier cas, R inférieur à A. Les charges se trouvent sur la surface extérieure, donc la charge totale ici, elle est nulle, que polarisation est nulle, donc le champ est égal à 0. Ensuite, je prends un cylindre, ici, voilà ma surface de Gauss, le flux ne change pas, la charge, ça sera la charge intérieure, c'est la charge qui est portée par cette partie-là, hein, cette partie-là. Donc, ça sera la charge qui se trouve sur le cylindre de rayon A, donc ça sera 2pi A fois H fois sigma polarisation sur la surface A. Je connais l'expression de sigma A. Je remplace sigma A par sa valeur et vous avez directement, voilà sigma A, je le rappelle ici, et vous avez directement la charge de polarisation. Donc vous faites ED fois 2pi R fois H est égal à Q sur epsilon 0 et vous avez ED. D'accord? Et vous comparez, c'est exactement la même expression que nous avons trouvée tout à l'heure. La même chose, hein, je ne l'ai pas fait pour l'autre surface. Oui, pour l'autre surface, on n'a pas besoin. Pour R supérieur à B, bien sûr, quelle est la somme des charges de polarisation? Les deux sont chargés, mais la somme des charges de polarisation, bon, je vais le mettre ici. Pour R supérieur à B, la somme des charges de polarisation, on a déjà démontré qu'elle est égale à 0. Donc le champ ED égale à 0. Là, pas de problème. Bien. Enfin, quelle est l'énergie par unité de longueur? Bon, il suffit de connaître l'expression de l'énergie emmagasinée par un dé électrique. C'est 1/2 l'intégrale de epsilon E carré, ou bien E scalaire D fois D d'auto. D c'est epsilon E, on est dans le cas de milieu linéaire homogène isotrope. Donc, ça sera epsilon E carré fois D d'auto. D d'auto, c'est l'élément de volume aux coordonnées cylindriques, R, D de R, D de θ, D de Z. Donc, on va le calculer sur un cylindre de hauteur H. Donc, on intègre. Il suffit de remplacer le champ par sa valeur. Donc, vous allez voir D de R sur R entre A et B, et puis D de θ, D de Z. On vous dit l'énergie par unité de longueur, il suffit de diviser par H, et voilà l'expression de l'énergie emmagasinée par unité de longueur. Bien. Pour l'exercice 2, maintenant, vous avez une aimantation, une sphère aimantée, avec une certaine aimantation M, placée dans un champ magnétique B0, il va acquérir une aimantation M. Question, quel est le moment magnétique total de la sphère? Bon, il suffit de se rappeler qu'est-ce que c'est que l'aimantation. C'est le moment magnétique par unité de volume. Donc, D de M, c'est l'aimantation fois l'élément de volume. Vous intégrez. Donc, le moment magnétique total, c'est l'aimantation totale fois le volume de la sphère. Montrez que le champ à l'intérieur de la sphère est uniforme. Là aussi, il suffit d'utiliser les relations d'un milieu linéaire homogène isotrope. Vous avez B est égal à mu fois H. H est égal à B sur mu 0 moins M. Donc, on peut écrire M en fonction de B. Puisque B est uniforme, puisque l'aimantation est uniforme, donc le champ magnétique B est uniforme. La même chose pour montrer que BM est uniforme, il suffit de montrer que BM c'est B moins B0. Les deux sont des champs uniformes, donc le champ créé par le milieu aimanté est aussi uniforme. Densité de courant, donc ça c'est des choses qu'il ne faut pas raté, l'aimantation est uniforme, donc la densité de courant volumique c'est 0, rotationnel de M. Densité de courant surfacique, plusieurs ont fait cosinus, faites attention, c'est pas cosinus, c'est sinus, c'est un produit vectoriel. Donc voilà l'aimantation, il est suivant EZ, M vectoriel ER, c'est le module de M fois le module de ER, fois sinus dans l'angle entre les deux, qui est sinus θ, et suivant EφI, le vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par EZ et ER, c'est EφI. En déduire D de I, donc vous voyez maintenant que les courants surfaciques, ce sont des courants qui tournent autour de la sphère. Donc voilà. Donc la sphère va être équivalente à une succession de spires circulaires de rayons petit r.
Donc, autrement dit, j'ai une densité de courant surfacique. Et je rappelle qu'une densité de courant surfacique, voilà, je le rappelle ici, est définie par un courant par unité de longueur. C'est quoi D de L? C'est la longueur qui est perpendiculaire aux densités de courant. Donc, voilà J. Voilà l'élément de longueur qui est perpendiculaire à J. C'est cet élément de longueur. Et celui-là encore donné. Et cet élément de longueur, c'est bien sûr grand R D de θ. Donc, D de I chez G surfacique fois grand R D de θ. Je remplace G surfacique par M sinus θ. Ça vous donne M sinus θ fois grand R D de θ. Maintenant, pour calculer le champ magnétique au point O, là, ça devient un problème de la magnétostatique du vide. Donc, soit vous passez par le potentiel vecteur, puisque l'aimantation est uniforme, ou bien vous faites un calcul direct. Donc, toutes les deux méthodes sont déjà proposées dans une vidéo sur la chaîne. Il suffit d'écrire problème sphère aimantée, Haji, et vous allez voir le problème déjà traité sur la chaîne. Donc, une spire d'épaisseur RD de θ, donc on va faire le calcul direct. Je prends une spire d'épaisseur RD de θ, puisqu'on me donne dans l'énoncé le champ créé par une spire de rayon petit r en un point M de son axe, c'est donné cette expression. Donc, il suffit d'intégrer cette expression. Pourquoi? Parce que OX, OY, c'est un plan de symétrie. Donc, le champ magnétique au point O va être suivant au Z. Donc, je calcule juste la projection de ce vecteur suivant l'axe Z qui va me donner cette expression-là. Donc, il suffit d'intégrer cette expression. Donc, il suffit de remplacer d de I par sa valeur et vous allez obtenir l'intégrale de sinus 3 de θ d de θ. Soit vous connaissez par cœur ces 4 tiers, soit il faut linéariser sinus 3 de θ. C'est sinus θ fois sinus carré. Sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Et ça va vous rester l'intégrale de sinus, vous pouvez calculer facilement, et l'intégrale de cos carré d de cos, c'est-à-dire cos 3 de θ sur 3. Et ça vous donne 4 tiers. Et on retrouve que le champ à l'intérieur de la sphère, c'est bien 2 tiers mu 0 m. Quelle est l'expression de B et de H? Là, il suffit d'utiliser les relations parce que milieu linéaire. Donc, pour R à l'intérieur de la sphère, le champ total, c'est le champ créé par appliqué plus le champ créé par le milieu aimanté qu'on vient de calculer. Or, H est égal à B sur mu 0 moins M. Donc, est égal à B. Je remplace B par sa valeur. Donc, B, c'est B0 plus 2 tiers mu 0 M moins M. Donc, voilà, ça, c'est B moins M. Donc, c'est B sur mu 0. Donc, je calcule B sur mu 0. Voilà, j'ai déterminé juste B sur mu 0 à partir de cette relation 1. Donc, ça me donne B0 sur mu 0 plus 2 tiers de M. Voilà, c'est B0 sur mu 0 plus 2 tiers de M. Ensuite, moins M. Et là, je retrouve tout de suite H en fonction de B0 et M, comme ce qu'on me demande. Donc là, c'est juste, vous jouez avec les formules. Ensuite, l'expression de M et de B en fonction, cette fois-ci, uniquement de B0. Là, je viens de montrer que B est égal à B0 plus 2 tiers de mu 0 M. Je sais que B est égal à mu fois H. Donc, est égal à mu fois B0 sur mu 0 moins M sur 3. Donc H, voilà, H c'est déjà calculé. Je remplace juste H par sa valeur. Voilà. Donc, en factorisant, donc en faisant cette quantité égale à celle-là, je factorise par M et je trouve que M est égal à 3 facteurs de mu moins mu 0 sur mu 0 facteur de 2 mu 0 plus mu. Donc là, il suffit d'utiliser cette relation qui exprime H en fonction et cette relation. Et comme ça, vous allez trouver M en fonction de B0. Ensuite, je trouve B en fonction de B0. Là aussi, j'utilise la relation que j'ai déjà démontrée. Je vais remplacer M par la formule que je viens de déterminer parce que M est en fonction de B0. Donc, si je remplace M en fonction de B0, je vais trouver tout de suite B en fonction de B0. Donc, vous allez trouver 3 mu sur 2 mu 0 plus mu fois B0. Bon, c'est juste des calculs. Comment se comporte la sphère en un point, le comportement de la sphère à l'extérieur? Donc là, on vient de montrer que la sphère est équivalente à un dipôle magnétique total, petit m, qui est égal à m fois le volume. Donc, c'est le champ créé par un dipôle magnétique, tout simplement. Et le champ créé par un dipôle magnétique, ça, c'est des choses qu'il faut apprendre par cœur. On ne vous demande pas de les démontrer, on vous demande juste de donner son expression. Donc, l'expression de ce champ, ça sera mu 0 sur 4pi, 3m scalaire R suivant R, moins R carré M sur R5, ou bien 3m suivant ER, scalaire ER suivant ER, moins R carré suivant ER sur R au cube. C'est la même chose. Avec M, bien sûr, c'est le moment magnétique total, équivalent à la sphère aimantée, c'est-à-dire l'aimantation fois le volume de la sphère.
Bon, retrouvez l'expression du courant d'aimantation. Donc là, il suffit d'utiliser les conditions de passage quand vous passez du milieu 1 à milieu 2. Le milieu 1, c'est l'intérieur de la sphère. Le milieu 2, c'est l'extérieur de la sphère. La normale, c'est le vecteur ER. Qu'est-ce qu'il nous dit, les conditions de passage? C'est là où il y a un peu de calcul. Ils nous disent que N12 vectoriel B2 moins B1 est égal à mu0 J surfacique. Donc, je vais déterminer l'expression de B2 lorsque petit r égale à grand R, l'expression de B1 lorsque petit r égale à grand R, et je calcule ce produit vectoriel, et je vais déduire mu0 J surfacique. Voilà le champ magnétique dans le milieu 2. Donc, je vais calculer cette expression lorsque petit r égale à grand R. Donc, ça me donne mu0 sur 4pi, 3r carré. Donc là, m, 3r carré. Je remplace petit r. Donc là, j'ai remplacé petit r par grand R suivant ER. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai r carré m scalaire ER suivant ER moins r carré fois m. Or, je sais que pour, ça c'est B2, donc pour B1 c'est 2 tiers mesure M, pas de problème. Et N12 c'est ER, donc je calcule ER vectoriel B2 moins B1, là c'est pas la peine de développer, parce que vous allez voir ER vectoriel, ce vecteur là il est suivant ER, donc ER vectoriel ER égale à 0, donc ce terme va être égal à 0, donc il va vous rester juste ce terme là, donc c'est-à-dire moins mu0 sur 4pi, ER, donc, d'accord, ER ici, moins R carré suivant, moins R carré M, ER, donc ce ER qui est là, pardon, c'est ER, c'est-à-dire le vecteur de N12, donc vectoriel M, voilà, d'accord. Donc, je répète, donc là, N12 c'est ER, vous le remplacez par ER, et ER vectoriel B2, donc vous allez avoir ER vectoriel ER, ce terme va partir, il va vous rester ER vectoriel ce terme. Donc voilà, c'est ER vectoriel M, R carré avec R5, ça va vous donner R au cube. Maintenant, il suffit de remplacer petit m par sa valeur, 4 tiers PR au cube fois l'aimantation. Voilà, et je trouve ER vectoriel B2 moins B1, vectoriel B1 égale à ER vectoriel B2 moins B1, ça va vous donner, donc là vous remplacez petit m par sa valeur, c'est 4 tiers PR au cube, et vous allez trouver 2 tiers, donc B2 moins B1, donc ça c'est uniquement ER vectoriel B2, hein, d'accord, ça c'est ER vectoriel B2. Maintenant, il ne faut pas oublier d'ajouter ER vectoriel B1, et voilà B1, ça va me donner M vectoriel ER. Voilà, M vectoriel ER, ça c'est ER vectoriel B2. Maintenant, je fais la différence, donc ça va me donner mesure M sur 3 suivant ER, plus 2 tiers mesure M suivant ER, et je trouve mesure M suivant ER. Ça, c'est égal à mesure G surfacique, et donc je déduis que G surfacique, tout simplement, c'est M vectoriel ER. Donc G surfacique, c'est M vectoriel ER, c'est bien M sinus θ suivant E phi, c'est exactement la même expression que nous avons trouvée tout à l'heure. Donc voilà, c'est un sujet où il y a un peu de calcul, c'est vrai. Surtout dans ce dernier cas, c'est là où il faut faire attention. Et surtout de bien comprendre que ce champ, c'est M scalaire ER, ça c'est un scalaire. Et il n'y a pas un produit scalaire ici, faites attention, c'est un scalaire qui est suivant R. Voilà. Sinon, le reste, c'est basé sur bien comprendre l'électrostatique, bien comprendre la magnétostatique. Voilà, je vous souhaite bon courage, très bonne continuation dans l'induction et les ondes. Et je vous rappelle que sur l'induction, vous avez tout le cours, vous avez plein d'exercices sur l'induction électromagnétique sur la chaîne. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à très bientôt.